Chers collègues et chers amis, donc aujourd'hui, on a la joie d'accueillir 3 personnes, 2 personnes qui vont faire un exposé et la 3e qui est devant vous, Gaël Giraud, que vous connaissez tous, qui interviendra pour la 2e partie de cet après-midi, après la pause. Ces 3 personnes, j'ai nommé Mireille Martini, qui interviendra après Michel Lepetit, et que je présenterai à ce moment-là, et Michel Lepetit, que la plupart d'entre vous connaissent, vice-président du SHIP Project, chercheur associé au LEED, et oui, il y en a, et ancien financier, puis financier depuis quelques mois. Voilà. Alors Michel et Mireille nous parleront de certains triptyques. Dans le cas de Michel, ça va être énergie, finance, climat. Voilà. Michel, on y va. Merci. Donc, merci de m'accueillir. Je vais vous faire une petite synthèse de 25 ans de travaux sur le sujet d'énergie-climat. Sachant que ma carrière financière, elle avait commencé avant. Et depuis 25 ans, j'ai commencé à me poser des questions sur ce sujet de la finance et le paradigme énergie-climat, qui est un paradigme qu'on porte au SHIP Project. Vous connaissez probablement, peut-être, en tout cas, qui est la centralité de l'énergie et la double contrainte, à la fois sur les ressources et sur le climat. En fait, ce que je vois, c'est que cette question de la spontanéité de l'énergie, on n'a pas réussi à passer le message. Donc malgré les 1 million d'exemplaires de la BD de Jean-Marc, en fait, ça ne passe pas du tout du côté des économistes, voire de la finance. On en parlera tout à l'heure. Et c'est un peu notre échec, même s'il y a eu beaucoup de tentatives qui ont été faites. Et Gaël nous a aidés aussi pour faire en sorte que les économistes et les financiers comprennent mieux ce que fait l'énergie. C'était découvert beaucoup trop tard. Quant à la contrainte physique, je rappelle qu'on a comme le paradoxe d'avoir un prix Nobel d'économie qui nous racontait que même pas mal, à plus 3 degrés ou plus 4 ou plus 5 degrés en 2100, il n'y a rien à se passer. Donc ça vous montre le problème qu'on peut avoir avec la science économique, comme on dit. Quant à l'énergie, en fait, un des échecs du site aussi, c'est que le pic pétrolier, du pétrole conventionnel, qui était annoncé dans les années 2000, avec la flambée du prix du pétrole, il n'a pas eu lieu. C'est le fameux miracle de pétrole de schiste dont je vais vous parler. Moi, je vais vous m'axer sur une vision un peu historique de mes travaux, et puis sur la question de la neutralité de la finance. Est-ce que quand on investit, quand la finance investit, est-ce qu'elle est neutre ou pas neutre par rapport à ces sujets de l'énergie et du climat? Donc, je vais vous donner 2 exemples qui sont liés au même phénomène de non-neutralité de la finance, à la fois du côté de l'énergie, avec l'énorme investissement qui a été fait dans le pétrole de schiste dans les années 2000 aux États-Unis, et du côté du climat, je vous parlerai de la crise de la réassurance. J'avais déjà fait une conférence ici dans un petit séminaire sur la crise de la réassurance qui s'est produite fin 2022, début 2023. Donc on a une crise mondiale de la réassurance par rapport au risque climatique. Je vous parlerai de ça. Là aussi, il n'y a pas de neutralité. On voit qu'en fait, il y a un impact des politiques monétaires sur ce sujet. À chaque fois, à cause d'une politique monétaire, je vous fais la synthèse, d'une politique monétaire extraordinairement accommodante qu'on a connue. Je vous rappelle que les taux sont devenus négatifs dans beaucoup de pays dans le monde. L'argent coulait à flot. Après le quantitative easing américain, ça a induit un comportement d'investissement très risqué, notamment dans le secteur de l'énergie ou du climat, dont je vais vous parler, sur des secteurs qui étaient finalement mal appréhendés par les investisseurs, qui n'y comprenaient pas grand-chose, et donc ils pouvaient investir à perte, et donc le marché a dysfonctionné massivement pendant plus d'une dizaine d'années. C'est ce qu'on appelle sur les marchés capital discipline. Donc on a une capital discipline depuis maintenant la Covid dans le secteur énergétique, on a une capital discipline dans la réassurance depuis maintenant 3-4. Donc un petit rappel sur les sujets énergie-climat sur lesquels moi j'ai beaucoup travaillé historiquement pour voir déjà comment la finance s'est découplée de la physique. Ça a commencé maintenant il y a plus de 50 ans avec la première crise pétrolière où je vous rappelle qu'on déconnecte la monnaie de l'or, qu'on déconnecte la monnaie de toute réalité physique. Donc, j'ai beaucoup publié là-dessus parce que j'ai beaucoup analysé la façon, c'est ce que je mets à la fin dans le paragraphe sur l'énergie visibilisée par l'économie. Il faut savoir que le discours mainstream économique, il n'y a pas de crise pétrolière des années 70-80. C'est devenu une crise de l'inflation. Quand on regarde bien, c'est faux, mais c'est ce discours-là qui est omniprésent dans le discours des économistes. Moi, j'ai fait beaucoup de travaux d'archives sur l'OCDE pour voir ce qu'on disait sur le climat. Le sujet apparaît en 71, donc j'avais publié aussi pas mal de papiers. C'est impressionnant parce que le sujet monte, et il monte en même temps que la crise pétrolière. J'avais notamment publié un papier de l'Académie des sciences américaines, une grosse partie d'extrait d'un papier qui est célèbre, Après, on aura discuté avec Jean-Baptiste Ressoz, un papier qui s'appelle Changing Climate 1983, ou la famille des sciences, mais qui est associé aussi à des économistes, dont notamment Nordhaus,
fait des conclusions qui sont assez dramatiques parce qu'en fait, elle conclut déjà, en 1983, à l'impossible coopération mondiale sur ce sujet. Et ça va vous rappeler des choses qu'on vit actuellement. Vision historique aussi des choses, c'est la création du groupe 3, et notamment la création d'un groupe de macroéconomistes qui sont les modélisateurs, ce qu'on appelle l'IAMC, le consortium IAM de modélisateurs, qui est associé au groupe 3, qui fait ses scénarios, dans lequel Edmond Dordaus, pour revenir à cette personne que j'adore, est particulièrement influente. Et donc va marquer l'ensemble des travaux qu'on aura connus au GIEC, du point de vue macroéconomique, simulation et modélisation, pendant maintenant 30 ans. On est en train de faire 40 ans, on est en train de revenir en arrière. Et c'est vrai que c'était un discours qui était très fort et qu'au Shift, on n'a pas voulu critiquer pendant longtemps. Parce qu'on voulait pas, comme on ne voulait pas nuire au groupe 1 ou 2, on a les sciences dures, on n'a pas osé critiquer, pas trop critiquer ce groupe 3. La finance verte, elle apparaît plus tard pour moi. Moi, je la mettrais en 2015, avec notamment un discours extrêmement célèbre du gouverneur d'Angleterre qui s'appelle Mark Carney, et qui commence à distinguer les différents... D'abord, il dit que le risque lié au changement climatique va apparaître dans la finance, et il va distinguer risque physique, risque de transition. Le risque de transition, c'est la décarbonation de l'économie. Il y a un risque à décarboner, c'est trop tard ou mal décarboné. Typiquement, par exemple, l'industrie automobile, si elle ne prend pas le virage de l'électrique, ben, c'est des entreprises qui vont être moins rentables. Et donc, pour les financiers, il faut faire attention à ça. Et le risque physique, là, c'est le risque physique tout court, hein, c'est l'impact du dérèglement climatique. On appelle, dans les modélisations, on appelle ça la fonction de dommage. En même temps, il crée un groupe, la TCFD, Task Force sur Climate Financial Disclosure. C'est Bloomberg qui pousse ça, où on demande aux entreprises de donner de l'information pour que le secteur financier puisse intégrer ce risque climatique de toute nature, risque physique, mais surtout risque de transition. Vous savez que pour l'instant, on ne parle plus beaucoup de la TCFD, en tout cas, ça a beaucoup décliné. D'ailleurs, elle a disparu, mais on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce qui va rester de tout ça? Je ne sais pas trop. Les superviseurs de la finance, en 2017, créent le NGFS, le réseau des banques centrales pour superviser ce risque financier lié au climat, avec une grande... Donc, il y a toutes les grandes banques centrales. Et une des choses qu'on essaie de faire, c'est de créer des stress tests. Donc, stresser le système financier, que ce soit bancaire ou assurantiel, par rapport au risque climatique, en faisant des scénarios. Souvent, au début, ce sont des scénarios à très long terme. Mais je reviens là-dessus, hein, je vous le dis tout à l'heure, on a un vrai problème avec les économistes qui irriguent le discours financier, c'est-à-dire les papiers qui sont publiés par les économistes qui sont au secteur financier. Il y a une invisibilisation de l'énergie, donc les chocs pétroliers ne sont pas du tout intégrés comme ils devraient l'être. Le pic pétrolier conventionnel, vous savez qu'il a disparu, on ne parle quasiment jamais du pic pétrolier conventionnel des années 2005, on parle de la crise des subprimes purement vue comme une chose financière. Alors j'ai mis sur la guerre russo-ukrainienne, là pour le coup, si vous avez suivi l'actualité depuis 3 ans, il y a quand même plein de points d'interrogation. Parce que les gens ont bien compris que l'Allemagne, le poumon économique de l'Europe, était fortement atteint par la crise et on ne peut pas lier le fait qu'il y a un sujet énergétique fort sur la crise allemande. Mais j'attends de voir, on va nous raconter, pour nous faire croire que non, il n'y a pas de crise énergétique. Un point qui m'a marqué dans ma carrière, c'était, mais trop tard, hein, c'est le rapport Pisani-Mahfouz qui a été publié à peine 2 ans sur le coût. On a essayé de faire une évaluation par les macroéconomistes mainstream, hein, du coût économique, quel investissement il faudrait faire, et les chiffres sont juste pharaoniques. Donc pour la première fois, on commençait à avoir des chiffres énormes pour dire « Ah non, la décarbonation, ça ne va pas se faire en claquant des doigts, en mettant une taxe carbone, et basta, ça va y aller. Ça va être très très compliqué, ça va coûter très 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 cher. » Après, c'est arrivé vraiment très tardivement. Et au moins, les gens ont commencé à percuter en disant « Ah oui, c'est quand même une transformation radicale de nos sociétés. Le monde ne sera plus jamais comme avant. Il faudrait faire un effort colossal pour décarboner une économie. » Donc vous savez qu'à 80%, elle est fossile. Je vous ai mis en haut à droite, il faudrait que je le republie d'ailleurs, c'est le World Energy Outlook de 1982. Il est intéressant celui-là pour l'histoire de l'énergie parce que, à la fois, on découvre qu'il n'y aura pas tant de pétrole que ça en 82 à cause des chocs pétroliers. Donc on sait qu'il va falloir utiliser beaucoup de charbon. Et par ailleurs, on est en train de découvrir le changement climatique. Donc il y a une grosse inquiétude, pas trop sur le pétrole, puisqu'on pense que le pétrole il va finir quelques décennies plus tard. Mais sur le charbon, on se dit que tiens, c'est compliqué. Et je vous rappelle, c'est le moment où on commence à allumer l'usine chinoise qui va fonctionner au charbon et au charbon. Donc on a un sujet lourd qui était déjà identifié mais comme le sujet climat n'a jamais percé, même après le GIEC, c'était un peu compliqué. Moi, j'ai baigné dans une histoire où on venait d'abandonner le protocole de Kyoto. Donc je vous rappelle que toute coopération quasiment internationale a été supprimée à la fin des années 90. Et après, on s'est reposé sur des systèmes de coopération un peu bizarroïdes où chacun allait déclarer ce qu'il allait faire. Et puis ça marcherait mieux qu'on peut. J'ai baigné aussi dans un monde où on a fait
on a conceptualisé le fait qu'il y aurait des actifs échoués. Les actifs échoués, c'est des actifs qui n'allaient pas supporter la transition décarbonée. Et on a dit au secteur financier, il y a un risque, c'est le risque de transition dont je vous parlais tout à l'heure, il y a un risque de transition, ces centrales à charbon, vous ne pouvez pas investir dedans parce que ça va vous coûter. Je ne vais pas attendre de revenir là-dessus, mais en fait, quand on regarde, ce n'est pas très très sérieux. Et les risques ne sont pas apparus pour plein de bonnes raisons, notamment parce qu'il y avait des traités internationaux qui protégeaient ces actifs. Ça s'appelle notamment, il y a un traité qui s'appelle la Charte de l'énergie, dont on essaie de sortir, tous les pays européens sont sortis, l'Union européenne est sortie. On n'a pas voulu voir pendant longtemps qu'en réalité, ce système était très protecteur et que ces fameux stranded assets, on pouvait attendre longtemps avant de les voir arriver. En 2017, j'ai parlé de la création du NGFS, donc le réseau des banques centrales se met en œuvre en proposant des scénarios, avec un scénario moi, qui me surprenait déjà à l'époque, c'est que à force de tarder, soudain, on aurait une transition de décarbonation extrêmement rapide et on aurait un scénario ce qu'on appelle désordonné. Moi, j'ai jamais vu ça pour l'instant. Ce que j'ai vu, c'est que c'est nous-mêmes qui avons beaucoup de mal à décarboner quoi que ce soit. Enfin, je suis un peu sinistre aujourd'hui, mais après 25 ans, j'ai peut-être le droit. Ce que j'ai vu, par contre, en 2022-2023, c'est l'accent mis qui a été mis sur le risque physique. Voilà, donc, encore une fois, il y a la partie décarbonation, ça fait le risque de transition pris par les financiers, puis il y a le risque physique, souvent associé à l'adaptation au dérèglement climatique. Je pense que la crise qu'on a vécue dans la réassurance il y a 3 ans a mis l'accent, indépendamment du fait que les risques physiques ne cessent de monter. On parle d'une croissance environ, en coût économique global, on parle de croissance de 7% par an actuellement des risques physiques. C'est difficile puisqu'il y a une telle variabilité des événements climatiques, c'est compliqué à mesurer, bien évidemment. Mais on voit bien que ça croît, même si on peut nier que ça croît. Ça croît quand même assez fortement. Et cette problématique de l'adaptation, elle pose problème. Et ça, c'est un angle, à mon avis, qui est extrêmement important, c'est que les superviseurs de la finance ont bien vu un des problèmes majeurs qui va se poser avec le dérèglement climatique sur le risque physique, c'est le crédit immobilier, qui est le principal actif du système financier mondial. Voilà. En France, c'est 1200 milliards d'euros d'encours, c'est des dizaines de millions de crédits au logement. C'est un peu partout pareil. Nous, nos crédits sont plutôt à 20 ans, mais en Amérique, ils sont à 30 ans. Or, il y a un mismatch entre des crédits très très longs et des assurances très très courtes, puisque notre système assurantiel mondial, c'est des assurances à 1 an. Donc, comment on fait pour sécuriser les biens immobiliers quand il y a un tel mismatch? C'est un point d'interrogation qui est en train de monter partout. Je voulais ça quand même parce que ça m'a aussi beaucoup frappé dans ma carrière et dans ma trajectoire. C'est le fait qu'en 2020, on ait un tel choc de demande de l'énergie. Je rappelle quand même qu'on ne roulait plus. Ça, c'est forcément que la baisse de la consommation de pétrole a été... En 2022, il y a un choc d'offres épouvantable pour l'Europe. Je me rappelle la crise qu'on a connue, on a failli parler de rationnement à ce moment-là. Et souvenez-vous, on n'a à peu près rien fait. En tout cas, on n'a rien trempé. C'est-à-dire qu'en ayant vécu dans les 5 dernières années 2 chocs aussi énormes qu'un choc gigantesque macroéconomique d'offres et un choc de demande, en fait, la société française et les sociétés occidentales en général n'a rien conclu qu'il fallait agir, qu'il fallait en profiter pour prendre à bras le corps le sujet qui est le nôtre, qui est comment réduire très très fortement la consommation d'énergie fossile. Et donc l'un dans l'autre, avant même l'arrivée de Trump, et je vous ai mis ces 2 executive orders qui sont sortis il y a quelques temps, on avait déjà un recul de la finance verte. Vous le voyez un peu partout. Et que les gens commençaient à découvrir que la réalité de la décarbonation était beaucoup plus compliquée, que les réticences étaient beaucoup plus fortes et qu'on n'allait pas faire grand-chose. Alors c'est partout là. En ce moment, c'est la débâcle générale sur la crise contre ça. Les coalitions, les labels, tout s'en va. Là, je vous ai mis l'exemple de la Fed qui a quitté le réseau des banques centrales. Et je pense qu'il y a d'autres banques centrales qui ont quitté ce réseau. Au fur et à mesure, ce qu'on peut craindre, c'est qu'il y a un désengagement général de la finance autour de ces sujets. Notamment parce que l'Amérique va faire une pression énorme. C'est-à-dire que, vous avez peut-être entendu les propos qui sont tenus par le président américain, ils ne veulent pas en entendre parler. Il y a une sorte de négationnisme terrible. Et le sujet était déjà un petit peu existant avant. Très rapidement, sur la neutralité de la finance, donc le premier sujet, moi, c'est le financement des hydrocarbures, je vous ai parlé. Ce que j'ai constaté, moi, en regardant ce sujet-là, c'est ce miracle du pétrole de schiste dans les années 2010. Il n'est pas anodin. Et la finance a beaucoup à voir. Donc moi, j'ai juste regardé ça pendant plusieurs années, essayer de comprendre pourquoi on s'était trompé, qu'est-ce qui faisait que. Et très clairement, de mots fin de bulle, évidemment, il y a l'inventivité technique, scientifique, je ne sais pas trop, mais en tout cas technique américaine. Il y a aussi une créativité entrepreneuriale des Américains. Les fameux pétroliers américains sont très, très dynamiques. Il y a aussi beaucoup d'argent qui a coulé à flot pendant 10 ans aux États-Unis pour faire ce pétrole de schiste. Et donc, je me suis pas mal exprimé. J'ai fait pas mal de papiers là-dessus. Alors, c'est pas des papiers académiques, mais après tout, c'est pas non plus c'est difficile de faire d'académisme là-dessus. C'est un constat qu'on fait en regardant ce qui se passe, en comprenant les différents montages. J'ai essayé de regarder dans les comptes rendus de la Fed. Il faut pas croire que la réserve fédérale, quand elle crée son quantitative easing, qu'elle injecte de l'argent massivement dans l'économie américaine, voire mondiale, elle n'a pas envie de financer le pétrole de schiste. Mais c'est ce qui se produit. Donc là, vous voyez sur le petit graphique, vous voyez en gris, vous voyez la chute. Donc ça commence en 2000, ça se termine en 2024. On voit le pétrole conventionnel en gris.
En rouge, c'est les schistes bitumineux canadiens. Donc là, ça ne cesse de monter régulièrement. On injecte de l'argent au Canada massivement, puis au fur et à mesure, on transforme ces schistes bitumineux en pétrole. En bleu, par contre, vous avez la vague énorme de pétrole de schiste. Donc en fait, le seul progrès qu'on ait connu en quasiment 20 ans de production pétrolière, c'est d'abord et avant tout le pétrole de schiste, qui correspondait par ailleurs, vous avez sans doute ça en tête, à un besoin énorme de pétrole du côté de la Chine, puisque la Chine est devenue un monstre de consommation de pétrole, de très loin le premier importateur de pétrole dans le monde. Donc voilà, c'est le slogan que j'ai bien donné, c'est que cette politique monétaire conventionnelle, elle a conduit à produire du pétrole non conventionnel. Quand on regarde bien, il y a plein de canaux qui y sont arrivés, de financement, un peu bancaire, beaucoup par les marchés. Et quand on regarde bien aussi, on voit aussi les vagues de dépôt de bilan qu'il y a eu aux États-Unis sur ce secteur-là, parce qu'il y a une première vague de dépôt de bilan quand le prix du pétrole s'est cassé la gueule. Il y a une surproduction de pétrole, donc le pétrole s'est cassé la gueule en 2015, je crois. Et puis après, ça s'est recassé la gueule pendant la Covid, parce que vous vous souvenez que le prix du pétrole est devenu négatif. Donc là, il y a un paquet de producteurs de pétrole américains, du pétrole de schiste, qui sont tombés à carreau. Depuis, il y a cette capitale discipline, donc il y a une sorte de moment de vérité. Après 9 ans d'euphorie sans aucune rentabilité, soudain, le secteur pétrolier est devenu rentable, voire très très rentable. D'ailleurs, des grands opérateurs américains sont rentrés dans le marché du pétrole de schiste. Vous avez un petit graphique où vous voyez l'historique sur 25 ans de ce pétrole rouge. Vous avez le pétrole américain. En vert, vous avez les investissements en capital expenditure, donc les investissements du secteur pétrolier américain avec ces différentes vagues. Et en noir, vous avez le prix du pétrole. Alors, c'est important que vous voyez bien le graphique parce que la logique du marché pétrolier, historiquement, de tout temps, c'était comme ça, et c'est redevenu de ça, c'est que c'est le prix du pétrole qui fait l'investissement. Quand le prix monte, vous investissez plus, quand le prix baisse, vous investissez moins. Et donc le grand indicateur pour l'investissement, c'est le prix du pétrole. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça marche à peu près, puis soudain, vous réussissez à avoir un investissement très très important. On est monté à des niveaux on était à plus de 200 milliards par an d'investissement dans la recherche pétrolière aux États-Unis, qui a engendré donc cet énorme capex. Voilà. Cette montée, cette flambée du capex est conduit à cette progression des productions pétrolières dont l'essentiel, c'est de la production de pétrole de schiste. Voilà. Donc quand on regarde bien, il n'y a pas trop de surprises. Ce que vous voyez à droite, c'est la crise gazière russe, mondiale, mais qui touche notamment le gaz américain. Et là, je vous mets le graphique qui est assez impitoyable. C'est la rentabilité du secteur pétrolier américain sur longue période. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit notamment... On voit ces années où le secteur n'a pas été du tout rentable. Vous avez durablement un secteur qui n'a rien rapporté, voire qui a cramé. Voilà, il a cramé tout le résultat pendant 5-6 ans. Et on voit aussi, par contre, que depuis 2021, donc post-Covid, après ce moment de discipline collective, le secteur est devenu rentable, voire très très rentable. Voire le secteur pétrolier américain est devenu très très rentable depuis 3 ans. Ça a un impact fort, de mon point de vue, c'est que quand vous avez une finance verte qui exclut le pétrole, qui exclut le charbon aussi, parce que la finance verte, un des principes, ça a été de se dire, tiens, on va se retirer de l'investissement dans le fossile. Quand vous excluez le secteur pétrolier, vous vous donnez l'impression, pendant plusieurs années, qu'effectivement, c'est un bon pari. Ça n'a rien à voir avec le climat, je peux vous dire. Et le rouge, là, c'est pas ça du tout. Il y a un surinvestissement en produits à faire. Voilà. Mais soudain, malheureusement, depuis 3 ans, comme il y a une inversion extrêmement forte des rentabilités, tous ceux qui ont investi dans le pétrole, depuis 3 ans, gagnent beaucoup d'argent. Et vous avez toute la finance verte qui est plantée massivement, planétairement sur ce sujet. Donc le discours qui a été tenu pendant 15-20 ans, que je connais bien le sujet, j'ai baigné là-dedans pendant très longtemps, la finance verte, ce secteur-là a raconté que c'était à cause du climat, quelque chose qui n'avait rien à voir avec le climat. Voilà. Donc ça, c'est un premier problème. Pour moi, c'est que la finance qui n'était pas neutre, elle a plombé cette finance d'investissement qui devait financer la transition. Deuxième problème, l'assurance. Donc, on a un sujet de montée des coûts économiques du risque climatique. C'est très compliqué de le mesurer, encore une fois, c'est très très variable. La France, moi, je vous rappelle, pour la France, à l'échelle d'un pays qui est petit, comme la France, le plus gros événement, il a 25 ans. C'est le passage de Lothar et Martin. On a 2 catastrophes qui traversent l'Europe, qui renversent tout en France. Et on a quasiment, en euro actualisé, on doit avoir 15 milliards de dégâts cette année. Depuis, on n'a pas eu d'événement comme ça dans notre pays. Donc ça vous montre que c'est compliqué. Mais à l'échelle de la planète, ça ne cesse de monter. On a une différentielle entre les coûts économiques, qui sont difficiles à calculer parfois, mais qui sont évalués par certains, entre le coût économique du dérèglement climatique et ce qui est assuré. Actuellement, le chiffre est de l'ordre de 60%. On appelle l'insurance gap. Donc on assure que 40%. Et vous pouvez imaginer que ce l'insurance gap,
il est plus fort dans les pays en développement où il n'y a quasiment pas d'assurance que dans d'autres pays. Il est pas beaucoup plus faible, il est plus faible aux États-Unis. Et vous avez peut-être entendu par rapport à la catastrophe qu'on a connue en Californie, tout le monde pense que l'insurance gap s'étend. Pendant longtemps, moi, je ne m'étais pas intéressé au sujet, je l'avais dit pendant la conférence que j'avais faite sur l'assurance, je ne m'étais pas intéressé à ça parce qu'il y avait un discours comme quoi le marché allait régler ça. Le marché allait s'emparer du sujet du risque physique climatique. Notamment, on aurait des obligations catastrophes. Donc, en dehors des grands réassureurs mondiaux, on avait créé des mécanismes financiers pour financer ces risques. Et puis, il y avait toujours cette idée qu'il suffirait d'augmenter les prix pour que ça aille mieux. Ce qui n'est pas totalement faux. Donc ça, je peux vous annoncer ça tout de suite. Partout dans le monde, partout dans les pays de l'OCDE où il y a l'assurance, partout les prix montent, et assez vite. Alors, ce n'est pas forcément lié au climat, on pourra revenir là-dessus, mais c'est aussi lié au climat. Et c'est pas ça le problème qui s'est posé, en fait. D'ailleurs, à titre personnel, moi, je n'avais pas anticipé la crise de 2022-2023. Donc, et fin 2022, ça s'est très, très, très mal passé sur le marché de la réassurance. Il y a eu vraiment un dysfonctionnement de marché. Vous avez à la fois les prix qui ont monté, les prix ont pris 30 à 40% soudain. Et puis, vous avez le fait que les réassureurs, qui sont les assureurs des assureurs, ont décidé de ne pas prendre certaines catégories de risques. En tout cas, de mettre la barre tellement haute que le risque n'est jamais atteint. Notamment, ils ont décidé de ne pas prendre en compte tout ce qui est inondation violente et tout ce qui est incendie. C'était trop fréquent. Alors, c'est des risques de l'ordre de 1 milliard. Les très grands risques, les ouragans, l'ordre de grandeur, c'est 10 milliards de dollars de dégâts. Là, c'est des risques plutôt à 1 milliard, 3 milliards de dégâts. Donc, c'est plus petit, mais c'est de plus en plus fréquent. Quand on regarde les statistiques, c'est de plus en plus fréquent sur la planète, ces événements-là. Et les réassureurs ont décidé de se désengager de cette partie-là, qui est une partie très substantielle du risque. Donc, on l'a laissé aux assureurs. Donc, actuellement, c'est les assureurs qui prennent le risque. Et donc, les assureurs vont bientôt leur tasser aux assurés. Donc, les prix montent. Et surtout, ce qu'ils vont faire, c'est soit ne plus assurer certains, soit changer les conditions du contrat pour faire en sorte qu'une partie du risque reste, notamment via ce qu'on appelle la franchise, que vous connaissez peut-être. Il y a une partie du contrat qui ne vous couvre pas. Si c'était 10 000 $, on va la monter à 15 000 $, et puis il y a 15 000 $ pour vous, qui ne sont pas pour l'assureur. Donc, depuis maintenant 3 ans, on a un transfert assez massif, planétaire, du risque, qui descend des réassureurs aux assureurs et maintenant aux assurés. Encore une fois, je vous parle que des PIH. Pourquoi ça s'est passé, ça? C'est encore lié à la politique monétaire. En tout cas, il y a un lien très, très évident. Quand la Fed fait sa politique de quantitative easing, l'argent qui coule à flot partout, les investisseurs cherchent désespérément des investissements. Ils vont dans le pétrole de schiste, comme je vous racontais tout à l'heure. Ils vont aussi dans les 4 bonds, les obligations catastrophes. Ils cherchent du rendement. Et on leur dit qu'il y en a. Comme ils ne comprennent pas très bien comment ça fonctionne et qu'est-ce qui se passe sur le risque climatique, c'est une bonne opportunité. Donc il y a beaucoup d'argent. Ce qui est intéressant, c'est que du côté du pétrole de schiste, il y a des papiers qui sortent, il n'y en a pas beaucoup. Du côté des 4 bonds et du risque climatique, pour le coup, c'est établi parce que même les superviseurs de la finance se sont inquiétés de voir tant de capitaux arriver dans le risque climatique. Donc pendant des années, les réassureurs, sur cette branche d'activité, ils ne sont pas rentables. Et soudain, en 2022-2023, les taux d'intérêt remontent. Ils sont critiqués depuis longtemps pour ne pas être rentables. Ils décident comme un seul homme ce qu'ils font. Hop, je monte les prix 30 à 40% et je sors de ce risque-là. Moi, j'avais fait une pari il y a 3 ans que c'était pérenne. Donc, tristement, j'ai gagné mon pari, c'est pérenne. Et donc, les superviseurs maintenant sont très inquiets parce qu'ils ont bien vu qu'une partie de risque a été diffusée maintenant du côté des assureurs et va bientôt être diffusée du côté des assureurs. Voilà, donc cette fréquence d'événements, de petits événements, c'est des événements, encore une fois, à 1, 2, 3 milliards. Et en tête, par exemple, que la réassurance américaine, ou même internationale, sera assez peu touchée par les événements qui ont eu lieu en Californie. Alors, c'est compliqué de savoir quel est le montant. On parle de 30 à 40 milliards d'assurés. On parle de 100 à 120 milliards de dégâts économiques pour la Californie. Mais une partie assez faible sera chez les réassureurs. Et ça, donc, je reviens sur cette idée. La finance, par cette politique monétaire, elle a participé au phénomène d'avoir masqué pendant 10 ans la réalité du risque climatique. C'est-à-dire qu'on avait de l'argent à flot qui coulait pour réassurer en zone d'activité qui est quasiment à perte. Et là, soudain, pof, il y a un réveil violent. Et donc, il y a une alerte généralisée. Je vois pas la panique, mais je vois une énorme inquiétude du côté des superviseurs de la finance. En tout cas, ceux qui connaissent ce sujet du dommage. Et comme je dis à tout le monde, il n'y a pas un responsable d'assurance dommage qui ne soit pas au courant qu'il y a un grave problème aujourd'hui. Ils le vivent tous. Nous, au Shift, on a fait un observatoire de l'assurance française. On voit bien qu'il y a un grave problème pour tous les assureurs. Et ils sont tous assez inquiets. Après, l'année 2024 n'a pas été trop mauvaise en France. Elle était moins risquée. Donc la variabilité, elle va jouer dans le bon sens. Et supposons qu'on ait une mauvaise année 2025, on verra que les réassureurs ne sont pas là. Mais je vous rassure, vous êtes Français pour la plupart d'entre vous, ne soyez pas trop inquiets, parce qu'en France, on a un système où l'État est très, très interventionniste. Une grosse partie des risques est prise en compte par l'État par un régime qui est totalement mutualisé. Il n'y a pas beaucoup de pays, il y a l'Espagne et nous, il n'y a pas beaucoup de pays comme ça.
Donc je vais aller vite là-dessus, je vous l'ai déjà dit. Hein. Donc la Fed, elle n'a pas visé à régler le problème climatique en fléchant de l'argent sur la couverture des risques climatiques, mais c'est ce qui s'est passé. La Banque d'Angleterre, je vous ai dit, a alerté le marché en disant qu'il se passait quelque chose dès 2015. Et donc ce qu'on va voir, effectivement, c'est une sous-assurance chronique qui va monter, voire une inassurabilité. Moi, je dirais même plus. Alors, je vous ai mis le rapport du FSB, c'est assez exemplaire parce qu'il vient de sortir. Hein. Lisez-le. Ils essaient de voir. Je trouve que c'est une bonne synthèse, qu'en plus, on voit bien que pendant longtemps, il y a une sorte de négation. Quand on a un discours habituel en finance, le prix règle toujours tout. Donc, souvent, les gens ont dit, tiens, ça déconne sur le marché de la réassurance, les prix vont monter, puis il y aura des capitaux qui vont arriver. Mais là, comme personne n'arrive trop à modéliser ces fameuses, ça s'appelle le principal s'appelle SCS, Severe Convective Storms. Donc, c'est les tempêtes violentes avec inondations ou les incendies, comme on a eu en Californie. Comme on n'arrive pas trop à les modéliser, personne ne rit en ce moment. Donc il n'y a plus personne pour couvrir ça. Pour l'instant, les assureurs sont tout seuls. Et donc quand il y a un gros accident comme la Californie, c'est eux qui payent, voire qui sont fragilisés. Mon pari, c'est qu'en France, prenons la Belgique. Si en Belgique, vous avez un assureur qui est mal mutualisé, la prochaine fois qu'on a un événement comme 2021 avec, je crois que c'était 1 milliard de dégâts pour la Wallonie, vous avez des assureurs qui meurent. Voilà, c'est juste pas possible. Parce que par principe, il faut mutualiser. Perspective. Donc je vous fais la perspective, là encore une fois, c'est la somme de 25 ans de réflexion. Il n'y aura pas de pic pétrolier. Ou plutôt, on ne le paiera pas. Moi, je pense que le pic pétrolier est imminent. On est tout près. Déjà, le pic pétrolier du brut, maintenant, il a 7 ans derrière nous. Le pétrole brut, c'est depuis novembre 2018 qu'on n'a pas fait plus. Je ne pense pas qu'on fera plus qu'en novembre 2018. Mais maintenant, on compte plus ça, on compte maintenant les tout pétrole. Donc ça continue de monter. Mais je pense que quand il va se produire, en fait, on n'en parlera pas. Pour plein de raisons. Soit des raisons géopolitiques, soit un événement grave externe, soit une Covid, je ne sais pas quoi, une Covid-27. Voilà. Il va se passer quelque chose qui fera qu'on l'invisibilisera, comme on a invisibilisé, pour l'instant, le pic de pétrole brut. Après, est-ce que ça change la face du monde? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que par rapport au discours qu'on portait, Nouveau Shift, sur le fait que ça s'associe, cette contrainte qu'on a sur l'énergie, elle s'associe au ralentissement mondial économique, pour moi, c'est quand même assez fort. Donc on voit bien un ralentissement économique. Vous savez que la croissance mondiale ne cesse de baisser chaque année. Mais pour autant, personne ne fait le lien avec l'énergie. Moi, je pense que ça va s'amplifier, ça va continuer, mais on n'en parlera pas. Voilà. Donc, et puis, je pense qu'il y aura peut-être une ruse de guerre qui consistera à rajouter le gaz dans le pétrole et faire ce que font les pétroliers, mais ils le font à titre individuel depuis longtemps. C'est plus de parler du pétrole, mais de parler de pétrole équivalent. Vous mettez un compte énergétique global, une néolithe, donc c'est pas pour rien. On ne parle plus de pétrole, alors même que même dans la différence entre le pétrole brut et les tout pétroles, vous n'avez pas la même qualité de pétrole. Et même, pour reparler un peu de finance, ça n'a pas le même prix. Les liquides, le propane, le butane, ça n'a pas le même prix que les autres pétroles bruts. Mais bon, il n'y aura pas de pic pétrolier. Je pense que le système mondial de réassurance risque de disparaître. Pour la France, c'est pas trop grave. Voilà. Donc, pour la France, ce que je pense qu'il va se passer, c'est sans doute que la partie des risques climatiques qui n'est pas assurée par le système public, on appelle TGN, tempête, grêle, neige, va sans doute basculer. On a eu 4 milliards de dégâts de grêle en 2022. Ça a tétanisé les assureurs, parce qu'ils ne s'y attendaient pas. On avait entre 500 millions et 1 milliard pendant très longtemps, puis là, on s'est pris 4 milliards. Donc, je pense que le système va être nationalisé, parce qu'il n'y aura pas d'autre solution, en fait. Parce qu'il n'y aura pas d'assureurs privés, des grands assureurs privés, il n'y a pas de réassureurs privés comme Swiss Re, Munich Re ou d'autres, ou les Lloyds, pour assurer ça. Le risque va continuer à être transféré. Ce qui va être fascinant, c'est effectivement ce qui va se passer aux États-Unis. Parce que là, c'est très, très compliqué, hein, vu la tendance par le gouvernement actuel. Est-ce qu'il fera... c'est bon. Est-ce qu'il fera intervenir quelque chose? Sachez que pour l'instant, les risques d'inondation aux États-Unis, depuis les années 60, sont couverts par un fonds public qui s'appelle le NFIP. Donc il y a une partie déjà de risque. Le paradoxe, c'est que quasiment le zonage géographique depuis 1960 n'a pas bougé aux États-Unis. Parce que politiquement, toucher à un zonage de risque, c'est extraordinairement dangereux. Politiquement, c'est un suicidaire. Parce que vous créez énormément de mécontents qui voient leur baraque perdre 15% ou 20% de sa valeur, parce qu'avant, il était dans une zone verte, il est passé en zone orange. Donc on ne peut pas toucher à ça. Le NFIP, il continue d'exister, mais au moins, il garantit sur certains types de risques, il y a une prise en compte du risque climatique, et il y a une obligation quand vous avez un crédit qui est financé par Freddie Mac et Fannie Mae, qui sont les deux énormes institutions de financement du crédit long terme immobilier aux États-Unis. C'est 70% des encours de crédit immobilier, c'est des institutions publiques. Quand vous avez un crédit chez eux, vous avez l'obligation d'être assuré. Et ils vérifient. En France, on ne fait pas trop ça. Et là-bas, on vérifie que vous êtes assuré. Donc il y a un système qui continue d'exister. Pour autant, ça inquiète beaucoup, beaucoup de monde. Je vais en parler tout à l'heure, parce qu'il y a des tendances et des tentations de changer le système.
L'Europe a fait une proposition de modifier le système de réassurance en créant un système public-privé, un peu d'ailleurs comme l'a fait la France et l'Espagne hein, à l'échelle européenne. Mais je crains, moi j'avais proposé en 2016 déjà à Bruxelles, je crains qu'il ne se passe rien du tout en réalité parce que vous voyez bien qu'il n'y a pas une grande volonté de coopération et de solidarité entre des Français, des Anglais et des Roumains. Je vous laisse imaginer l'état du système assurantiel roumain qui part de très 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 bas. Je pose un point là, c'est juste là si la perspective c'est pas financier, mais c'est très shiftien. C'est que j'en parle souvent au Shift d'ailleurs. Je pense que on a une question à se poser sur la résilience climatique du système énergétique mondial. Donc il n'y a pas de finance là-dedans, parce que souvent le système énergétique, il n'est pas l'objet de finance. Souvent c'est la finance publique. Alors il y a bien sûr le oil and gas, il est privé, hein, il est privé, il est partiellement privé. Aramco, c'est très public, il y a une partie qui est sur le marché, mais globalement, il y a même dans le pétrole et le gaz, il y a beaucoup qui est public. Et les systèmes électriques sont très souvent publics. Donc c'est pas la finance, et souvent il n'y a pas d'assurance, c'est les États qui assurent. Par contre, se poser la question comment le système mondial va être résilient par rapport à ce qu'il va vivre, et la question se pose de plus en plus, qu'on a bâti des systèmes énergétiques qui ne sont pas du tout prévus pour les chocs climatiques qu'on est en train de vivre. C'est qu'on en débattra tout à l'heure, mais si vous n'avez pas lu, lisez le papier de Hansen sur l'explication de la montée des températures il y a du temps. Il y a un autre papier qui est sorti aussi. Il y a 2-3 papiers qui sont en train de sortir pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça augmente si vite la température depuis 2 ans. Vous avez les chiffres de 2024 qui ne sont pas bons. Vous avez les chiffres de janvier 2025 qui sont de nouveau pas bons du tout. Donc on a une sorte d'accélération du phénomène. Comment notre système va pouvoir résister à ça alors qu'il n'a pas du tout été bâti pour ça. La chose la plus connue, par exemple, c'est tout ce qui est lignes de transport électrique qui sont bien sûr pas conçus pour ça et qui présentent des centaines de milliards d'investissements pour les mettre à niveau. Donc j'ai mis un projet pour le lead, je ne sais pas, mais en tout cas. Et il y a un gros travail qui est fait, effectivement, actuellement, sur cette estimation des coûts économiques du dérèglement climatique. Parce qu'on part de très loin. Souvent, pendant longtemps, on était dans la théorie, c'était dans Davos, avec son petit modèle et ses 2%, on allait perdre 2% du PIB en 2100, quand on serait bien cuit. Là maintenant, le NGFS, le fameux réseau des banques centrales, a commencé à faire des chiffrages qui n'ont plus rien à voir. On parle plutôt de 30% maintenant de perte du PIB en 2100. Donc on est sur des chiffres à plus 3 degrés. On a des chiffres qui sont un peu plus raisonnables. Et il y a beaucoup de travaux académiques parce que notamment, on voit les impacts très forts maintenant du dérèglement climatique sur les pays en développement. Quand vous avez un choc catastrophique climatique dans un pays occidental, un pays qui a de l'argent, tout de suite, ça a quasiment un effet keynésien, ça fait une relance économique. On remplace les 80 000 voitures qui ont été détruites à Valence. Quand ça se produit dans un pays émergent, il n'y a pas d'argent. Et donc la durée du choc est beaucoup plus forte et l'impact économique est beaucoup plus fort. Et le FMI notamment s'inquiète de plus en plus du phénomène parce qu'ils ont bien compris que ça allait beaucoup tendu. Donc je finis. Donc je suis très pessimiste sur le groupe 3 du GIEC et ses modélisateurs. Je pense que là, pour le coup, le discrédit sur leur scénarisation est total. Alors, c'était déjà vrai avec la Covid, c'est en plus vrai maintenant avec le choc géopolitique de l'invasion de l'Ukraine. Enfin, il n'y a rien dans leur scénario qui corresponde à rien. Donc je pense j'espère qu'on va revoir totalement ce monde-là. Je ne sais pas comment le faire, mais en tout cas, il faut qu'ils arrêtent de produire des scénarios qui sont complètement des contes de fées. Ce qui s'est passé sur le secteur du climat, je le vois bien maintenant sur la finance, c'est qu'on a remplacé la décarbonation par la souveraineté énergétique. Ça, c'est bien sûr l'impact, mais pas seulement de la crise ukrainienne. Le sujet numéro 1 maintenant, c'est comment on fait pour être souverain énergétiquement, quitte à utiliser du fossile. Alors souvent, c'est sans fossile. Le regain qu'on va avoir sur le nucléaire est bien sûr lié à ça, qui va poser des grosses questions d'ailleurs de financement de ces investissements massifs qu'on va faire pour cette souveraineté énergétique. Donc j'en ai parlé de l'accélération du dérèglement, je reviendrai pas là-dessus, c'est le petit graphique de Hansen qui vous montre les tendances récentes. Mais lisez le papier, il est vraiment très bien, il pose plein de questions. Sur l'énergie, je pense qu'on va garder cette discipline, donc je ne vois pas un sursaut de la production de pétrole parce qu'il y aura cette discipline capitalistique qui est annoncée par tout le monde. Alors peut-être que Trump est capable de tordre le coup à la discipline capitalistique, mais je ne vois pas très bien comment il ferait. Et je pense par contre que le fractionnement géopolitique, lui, il va avoir des impacts. À force de fractionner le monde, elle demande à pouvoir baisser. Les prix vont à ce moment-là sans doute s'affaisser, donc il y aura moins de capacité à investir, et donc on va rentrer dans cette spirale de la décroissance de la production. En tout cas, c'est un scénario qui est assez plausible. Sur la finance, je vous l'ai dit, je pense que la discipline capitalistique de la réassurance, elle est totale, même si ils sont menacés, c'est d'être totalement soit nationalisés, soit déglobalisés. La réassurance, par nature, il faut qu'elle soit globale, parce que si vous n'assurez pas sur des grandes zones, ça n'a aucun sens. Voilà, c'est la nature même de la réassurance, c'est de mutualiser le plus possible. Je pense qu'on a invisibilisé les risques de transition. Maintenant, il est en train de disparaître. La finance verte recule à toute vitesse, de mon point de vue. On est en train d'abandonner, je pense, très rapidement tous les stress tests de long terme. C'est assez heureux parce que le stress de court terme est suffisant comme lui.
faire un stress sur le secteur financier américain sur ce qui se passe en Californie, ça vaut le coup. Moi, je pense qu'il est résilient, mais ça serait intéressant. On n'a pas besoin d'inventer un truc en 2050 ou en 2100. Mais la réalité en stress est aussi forte que les fictions qu'on pouvait inventer il y a 20 ans. Voilà. Je pense qu'on a un recul général des coopérations. Ça, c'est pas très compliqué à vous. Mais ce qui fait assez froid dans le dos, là, il y a des coopérations intéressantes, je vous cite quand même, c'est le rapport qui est sorti fin d'année dernière par l'UE sur une tentative analyse de la géo-ingénierie en modifiant la radiation solaire. Il y a un gros rapport qui a été fait par les experts scientifiques sur ce sujet-là. Cette tentation de ne plus coopérer et puis d'essayer de trouver des solutions à côté non coopératives, je pense qu'elle est en train de monter. Vous êtes au courant que le GIEC s'intéresse aussi au sujet. Voilà, donc je ne sais pas si la finance sera appelée à financer ça, parce que je pense que c'est les États qui interviendront évidemment directement. Monter inexorable de risque physique, ça c'est très très clair, et on aura une intervention des États. Moi, je pense qu'on a sous-estimé la réalité à cause de ce que je vous ai dit sur le contrat du GIEC et ce qui a été écrit pendant très longtemps. On a totalement sous-estimé. Le sujet devient prépondérant. Plus vous avez le paquet financier, plus le sujet numéro 1 maintenant c'est risque physique et assurance. Et puis la partie transition, on en parle quand on a le temps. Et je pense bientôt on n'en parlera plus. On ne parlera plus que des risques physiques qui, lui, frappent tout le monde. Parce qu'il a mis en branle une secousse invraisemblable du côté de la réassurance. Voilà, c'est compliqué pour les individus, voire pour la France. Quand vous êtes français ou vous êtes belge, vous regardez ça, ça vous semble bien lointain. Mais quand vous êtes discuté à un niveau de la supervision, cette inquiétude globale, elle est très, très, très forte. Voilà, et je vous l'ai dit, non, je ne vous l'ai pas dit, Trump voulait privatiser Freddie Mac et Fannie Mae pendant son premier mandat. Il a relancé le sujet récemment. Donc il y avait des rumeurs il y a quelques semaines avant son élection. Et donc il remet sur la table le fait de privatiser un système qui bénéficie de la garantie d'État. Depuis la catastrophe financière de 2008, Freddie Mac, donc c'est 70% des encours de crédit immobilier. Les encours de crédit immobilier, c'est monstrueux. En plus, c'est de leur 30 ans en Amérique. Donc c'est des très, très gros encours. Ces encours-là sont garantis par l'État américain. Donc ils vont remettre en cause cette garantie. Et ça n'a rien à voir avec le climat. Par contre, j'espère, un de mes espoirs, c'est que le débat va forcément s'habiter sur, privatiser, laisser les acteurs privés faire du financement à 30 ans, pourquoi pas, mais qui va supporter le risque climatique s'il y a un mismatch aussi fort entre des financements à 30 ans et une assurance qui est à 1 an, dont on sait qu'elle-même est très, très, très fortement secouée. Et je crois que j'ai fini. Voilà. Je vous ai mis Milos parce que je l'aime bien. Alors, merci beaucoup. Sachant qu'on ira débat en discussion. Ça va beaucoup du temps avec qui veut des tâches. Max. Donc, Jacques, un point technique, Michel, vas-y, tu es rentré à la cour pour le pétrole de schiste est dans le rouge, et puis il revient maintenant rentable, etc. Mais comment tu expliques ça? Ça a été juste quelques années où ça a été aberrant. Les primes de risque se sont écrasées partout dans le monde, notamment aux États-Unis. Donc, tu as de l'argent qui coule, qui cherche l'investissement. Et le cherche dans le pétrole de schiste. C'est vrai qu'on pourrait se dire, déjà après 2015-2016, après la première vague de dépôt de bilan, ils auraient dû s'arrêter. Mais il y avait vraiment beaucoup d'argent qui est allé. Quand la Covid arrive, là, c'est juste de fait. Parce que de nouveau, là, les prix viennent négatifs. Il y a un paquet d'opérateurs qui tombent. J'ai marqué Chapter 22. Parce que, en fait, c'est les Chapter 11, le dépôt de bilan américain, ça s'appelle le Chapter 11. Mais là, on avait des entreprises qui avaient déposé 2 fois le bilan. Donc, tu déposes 2 fois le bilan, ils appelaient ça Chapter 22. Donc, dans l'un des papiers, j'ai mis la chronique des dépôts de bilan américains. Là, ça a été la fin des haricots. Tu te dis, mais vous avez quand même cramé beaucoup d'argent. Donc, il y a une sorte, c'était un peu le juge de paix. D'ailleurs, après ça, c'est redevenu normal. Voilà. C'était ça. Donc, le mot, c'est la situation normale, c'est maintenant. Oui, d'accord. Cherche en rentabilité, les acteurs cherchent en rentabilité. Et pendant 10 ans, tu as eu de la normalité. Moi, j'avais fait une estimation, il y a 900 milliards de dollars qui sont allés aux États-Unis sans rentabilité dans le pétrole et le gaz de schiste. Tant mieux pour l'économie américaine, enfin, tant mieux pour une économie américaine carbonée, mais tant pis pour la planète. Et c'est vrai que après la Covid, tout est redevenu entre guillemets normal, et le mot capital discipline est omniprésent. Donc, il faut une présentation, il parle de capital discipline, parce qu'ils se rendent compte, il y a plein de papiers qu'au début mis avant, il y avait quand même une indiscipline, n'importe quoi, l'argent était investi à perte massivement. Et dans la réassurance, c'est un peu la même chose. Ils utilisent le même mot, capital discipline. D'ailleurs, il y a des procès en Amérique, il y a même un procès qui avait été intenté il y a 1 an contre le pétrole de schiste, contre pas mal d'opérateurs, pour dire qu'il y a une entente. Tous en même temps, pas pour devenir disciplinés. Donc, c'était pas idiot. Je pense qu'il y a une sorte, il y a une entente. Mais non, enfin, on revient à la normale. Ils le font tous ensemble. Il y a des gens qui ont eu des propos peut-être un peu trop, qui s'exposent, puis les Américains aiment bien faire des procès. Donc, de fait,
Il y a une sorte d'entente de marché. Et du côté de la réassurance, là, je t'assure, ils ne sont pas très nombreux. Il y a une centaine de réassureurs. Il y en a 7 ou 8 qui comptent vraiment. Là, ils ont tous le même propos. Alors, ils n'utilisent plus maintenant le mot capital discipline. Ils ont décidé que c'est peut-être un peu trop dangereux. Ils ne veulent pas avoir de procès. Et quand tu regardes bien, c'est exactement ce qu'ils disent. Le marché est devenu plus rigoureux, plus... Mais c'est très, quand tu regardes, c'est très bizarre, je suis d'accord. Après, tu as d'autres marchés qui ont vécu, il faudrait juste finir là-dessus, il y a d'autres marchés qui n'ont rien à voir avec ça, ont vécu de cet afflux de capitaux, typiquement, c'est l'immobilier professionnel. Et lui, ce qui s'est pris, alors c'était un investissement, un vrai investissement réel, puisque tu as des loyers, sauf que lui, derrière, il s'est pris la Covid et le télétravail, et là maintenant, tu as une sinistrose générale sur la planète, donc ça fait vraiment très très peur. Tu as une vacance de bureau dans un paquet de capital, enfin non Paris, la Défense et ailleurs, mais souvent tu as des taux de vacances de 10, 15, 20, 30% de bureaux qui sont inoccupés, on ne voit pas comment ça va être. Donc c'est aussi une des conséquences de capitaux qui affluent, qui cherchent désespérément de l'investissement. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait sur l'argent quand il y en a trop Il faut investir dans le lead. Juste une question pour moi. Quand on lit le PIB avec de baisser de 2%, il part un peu de 2%, ça le frais mi-terme. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est juste par rapport au PIB d'aujourd'hui ou en fait c'est le PIB en scénario nominal qui croît de, je sais pas, 3% par an et à cause du dérèglement climatique on retarde un petit bout. Ah, bref, ça serait mieux quelqu'un qui soit vraiment du consortium que j'en parle, parce que c'est très très bizarre comme domaine. Effectivement, l'impact du dérèglement climatique était jugé comme étant tellement faible qu'on faisait ça. C'est-à-dire qu'on regardait le PIB sans changement climatique, qu'après, hop, on faisait apparaître un dérèglement climatique qui se baissait le PIB. Là, ils ont tous compris que c'était beaucoup plus grave que ça. Voilà, donc il y a beaucoup de travaux qui s'accumulent maintenant là-dessus et qui disent on ne peut pas raisonner comme ça. On peut d'autant moins raisonner comme ça que même ceux qui vous disent ça fera moins 30%, vous disent que ce n'est pas si grave que ça. Parce que l'économie mondiale aura tellement cru entre aujourd'hui et 2100 que même perdre 30%, on sera pioler. Ça, c'est un des sujets que Jean-Marc, qu'on s'est battu avec Gaël aussi, parce que c'est un discours qui est omniprésent, que la croissance, elle est quasiment infinie. Or, moi, j'ai tendance à penser que non. C'est-à-dire que les chocs vont se multiplier, et puis il y a les fameux, vous le savez bien, il y a les fameux points de bascule. Alors là, on bascule dans l'inconnu. On ne sait pas très bien comment l'économie va réagir. Plus que l'économie, les écosystèmes ont réagi si on atteint ces points de bascule. Donc on n'aura pas du tout des linéarités. Très souvent, nos économistes, ils raisonnent toutes choses égales par ailleurs avec un modèle plutôt continu. Et donc c'est plutôt ce modèle-là, ça continue comme ça, puis après je vais retirer 30%. Mais ils ont tous conscience en ce moment, comme les chiffrages n'ont plus rien à voir avec ce qu'on disait il y a 15-20 ans, ils ont tous conscience qu'il faut réfléchir maintenant différemment. Et vous avez eu aussi un paquet de Bilal qui est sorti l'année dernière. Lui, il traite de façon macro, il a été critiqué, Bilal, mais en tout cas, il regarde de point de vue macro sur la longue durée, et il dit que dès à présent, on a perdu beaucoup plus que les 1 ou 2% dont on évoque. Lui, il parle plutôt de 10-15%, je crois, de PIB qui aurait déjà été supprimé dès 2025. Voilà, donc, les travaux vont se multiplier. Je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent actuellement sur l'impact, mais travailler sur l'impact du dérèglement climatique avant 2020, ça n'avait pas beaucoup de sens. Enfin, il y avait tellement de variabilité, et tout le monde disait même pas mal, pourquoi on serait-il à regarder? Là, je peux dire que ça a changé radicalement, et je pense que la crise de la réassurance mondiale participe aussi de ça, parce que les rassureurs disent nous, ces risques-là, on n'en veut plus, donc débrouillez-vous, il faut faire autrement. Encore une fois, le FMI, je pense que le FMI, parce qu'ils voient un paquet de pays, la Banque mondiale, donc vont se poser des questions, qu'est-ce qu'on va faire pour un paquet de pays qui n'ont pas de système assurantiel et qui vont se prendre des choses de plus en plus violents, comme le Pakistan il y a quelques années. Gaël pourra en parler mieux pas, parce que tu vas mieux les connaître que moi. Il y a une question ici? Oui, on a vu dans les graphes, et c'est évident que ce prix du baril, des prix du baril, les influences de l'investissement dans les énergies fossiles, mais rien n'est dit sur ce qui influence le prix du baril. Or, moi, par expérience historique du Moyen-Orient depuis 56 ans, je sais bien que c'est le contrôle des robinets par la force, par la destruction des pays qui ont les coûts de production moins chers. Or, c'est l'Irak, 4 $ le baril, le coût de production, dernier appel d'offres international, alors que la valeur d'usage, c'est aussi un prix Nobel, une autre, de Breu, la valeur d'usage, c'est en Occident au moins 400, 500, 600 $. Il n'y a pas de changement de comportement dans le transport, dans les bagnoles, à court terme, je dirais même à moyen terme, même si le pétrole est 3 fois plus cher, hein, et les carburants aussi. Et les carburants, dans le monde, ils vont de 2 centimes le litre à 2 $ le litre. Hein. Donc c'est ça le problème, c'est la diversité des prix. Et je rappelle que Rockefeller, il a dit vers 1885, dans le Big Oil, dans le grand pétrole, il n'y a que 2 choses qui comptent: contrôler le grand gisement le moins cher au monde, au coût de production, et développer la consommation.
Alors, je vous suis, mais... Et la consommation, elle est très rigide, hein. Il n'y a rien qui change. Juste deux mots, c'est pas mal travaillé là-dessus sur le discours qui est tenu par les pétroliers américains en 70. Vous savez d'abord que les Américains subissent un pic de gaz en 71, et après ils ont le pic pétrolier en 72-73. Non, le pic de gaz en 70 et le pic pétrolier en 71. Et donc il y a un discours qui est « The cure to high price is high price ». Donc, plus les prix sont élevés, comment régler le problème du pétrole? C'est des prix élevés pour que je puisse forer et aller chercher du pétrole plus compliqué que je mette sur le marché. Et c'est assez fascinant parce que ce qu'on voit, c'est qu'en 73, les prix se mettent à monter à partir de 71, ils s'en battent en 73, ça ne marche pas. Alors, j'ai pas vu un pétrolier américain fermer à coups de poing en disant ça n'a pas marché, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire, on dépense beaucoup d'argent en Amérique et on ne produit pas plus de pétrole. Et d'ailleurs, le seul bien qu'on va avoir, c'est l'Alaska, on l'a trouvé avant. On va l'exploiter. Donc le fait que le prix soit plus élevé, ça fait qu'on ira chercher un pétrole vraiment d'une grande complexité. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça, ça demande d'énormes investissements. Il faut que vous sachiez, donc pétrologiste, vous avez montré que ce n'était pas rentable du tout. Il y a un autre pétrole qui est très compliqué, hein, si le pétrole est très profond, qu'on a en Guyana ou qu'on a au Brésil. Il faut voir les prouesses techniques et scientifiques qu'on fait pour aller exploiter ce pétrole-là. Ça coûte très cher. Il y en a qui ont des pétroles plus abondants, c'est les pétroliers du Moyen-Orient. Après, quelle est la réalité, leur capacité, leur volonté d'en mettre plus? C'est un débat qu'on a depuis maintenant 30 ou 40 ans. Est-ce qu'il pourrait si facilement que ça rajouter du pétrole? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. En tout cas, on peut avoir le débat entre nous. Parce qu'on voit bien qu'un pays comme la Russie, par exemple, là, le Shift a fait des études là-dessus. Enfin, il a fait une publication il y a 3-4 ans. On voit que la Russie, elle a passé son pic pétrolier. Alors peut-être qu'une autre Russie pourrait relancer sa production, parce que c'est tellement vaste, la Sibérie. Et pour le coup, pour l'instant, moi, je pense typiquement qu'elle produit tout ce qu'elle peut produire aujourd'hui, vu les circonstances. Et elle produit moins qu'elle produisait il y a 3-4 ans. Donc, c'est un secteur qui est quand même, ça demande, enfin, on est à de l'ordre de 500 milliards par an. Hein. Depuis que je m'intéresse au sujet depuis 25 ans, ça fait, c'était pas 500 milliards il y a 25 ans, c'était moins. Ça s'est mis à monter juste à partir de 2005. Mais pendant 20 ans, c'était de l'ordre de 500 milliards. Donc ça fait 20 ans fois 500 milliards par an. C'est beaucoup d'argent pour aller chercher du pétrole. Même s'il est pas si cher que ça, finalement. Je suis d'accord que l'utilité, elle est colossale. C'est ce qui explique la très faible élasticité ou le fait que nous, quand on a une crise, on met 35 milliards sur la table pour faire un bouclier tarifaire parce que c'est insupportable. Voilà, ça montre la complexité de traiter un sujet. Je reviens sur ce point-là. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est le fait que les économistes ne s'intéressent pas. Ils s'intéressent que par le prix au sujet. Ils ne s'intéressent pas par le contenu énergétique et physique du sujet. Pour moi, c'est une faille terrifiante. Voilà. Il y a un déni de la réalité physique quand je vois 95% ou 98% des papiers écrits par les macroéconomistes sur l'économie. On ne parle quasiment jamais d'énergie. Quand on en parle, c'est que pour le prix de l'énergie, à cause du phénomène inflationniste qui est bien connu. Et puis dès qu'on peut l'oublier, on l'oublie. Bah, c'est un peu triste, hein. Mais bon, j'abuse de tort. Non, pour d'autres que ça éclate, oui, pas de